Aujourd'hui, mesdames et messieurs, épisode spécial dans Actu Réfractaire, puisque nous accueillons Tim, qui est stagiaire au Canard et qui est aussi magicien. Voilà, montre-nous. Bonjour. Tiens, tu choisis une carte, on touche une, n'importe laquelle. Hop. Celle-ci. Ouais, Je te laisse la mémoriser, tu ne l'oublies pas. ouais, c'est bon. On fait comme ça. Ok, c'est bon. Aujourd'hui, on va pas faire que des tours de magie, on va aussi vous révéler les secrets d'un tour de magie. C'est comment est-ce que les lobbies pro-israéliens influencent la politique française. Bon, c'est basé sur un article du Monde Diplo, qui parle de Elnet. Elnet, c'est un des principaux lobbies pro-israéliens d'Europe. Ça a été fondé en 2007 par Ranan Elias, un ex-employé de l'AIPAC, le lobby sioniste aux États-Unis. Et comme son homologue états-unien, Elnet veut faire pencher les politiques des États en faveur d'Israël. Et c'est pas un petit lobby. Elnet, c'est présent en France, en Belgique, en Pologne, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni. Et ils peuvent compter sur le soutien de donateurs privés et de l'association états-unienne Friends of Elnet. Et Netanyahou a même fait un don lui-même de 38 000 € à Elnet en 2020. Cet argent, Elnet l'utilise pour peser sur le débat en France de plusieurs manières. Premièrement, en organisant des voyages en Israël entièrement pris en charge pour des parlementaires et pour des ministres. En France, ça représente près de 90 séjours depuis 2019. Manuel Valls, Benjamin Haddad, Caroline Yadan et plein de députés de droite sont concernés. Lors de ces expéditions, les politiques touristes visitent des bases militaires de Tsahal, rencontrent des ambassadeurs, des militaires, etc. Attends, ils sont un peu orientés dans le voyage là, non? T'inquiète. Un tout petit peu quand même. Deuxième moyen de pression, Elnet organise des conférences au nom d'un collectif qui s'appelle Agir Ensemble et qui n'a aucune existence légale. Ils invitent des personnalités comme Valls, Retailleau et même BHL. L'événement pour la République, la France contre l'islamisme, dans lequel Retailleau, à l'époque il était encore ministre, a dit ça. Et puis il y a un autre visage. Cet autre visage est politique. Cet autre visage, c'est celui de l'extrême gauche, c'est celui des insoumis. Parce que derrière le masque de l'antisionisme, il tisonne les brèches rougeoyantes encore de la haine des Juifs, de la haine précisément antisémite, en instrumentalisant d'ailleurs la cause palestinienne pour des fins politiques parce qu'il drague le vote communautariste. C'était organisé par Elnet. Et tout ça, c'est pas une théorie du complot, hein. C'est documenté et même revendiqué par Elnet lui-même. Leur rôle, c'est de faire le lien entre les dirigeants européens et le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou pour défendre les intérêts économiques d'Israël. C'est eux qui sont à l'origine du plus gros contrat militaire de l'État israélien. 3,5 milliards d'euros de matériel militaire vendu à l'Allemagne en 2023. C'est également eux qui ont obtenu de Macron l'implantation de la French Tech à Tel Aviv en 2016. Startup Nation. Et les lobbyistes le lui rendent bien à Macron. Philippe Guèze et Jean-David Bénichou qui ont fait chacun un don de 7 500 € pour la campagne présidentielle de Macron. Le premier étant le représentant du MEDEF en Israël et le second un dirigeant d'Elnet. Tout ça fait qu'Elnet est qualifié de groupe de pression auprès de l'Assemblée nationale par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sauf qu'auprès de la population et de pas mal de représentants politiques maintenant, ces pressions des lobbies sionistes, ça ne passe plus, tu vois. Notamment, il y a des contestations à travers le monde contre le génocide qui sont mis en place. En France, la critique d'Israël est majoritairement portée par la France insoumise, tandis qu'aux États-Unis, Zoran Mamdani et Bernie Sanders pointent du doigt la corruption et l'influence de l'AIPAC sur la politique internationale du pays. Et ces critiques, elles donnent lieu souvent à des répressions, voire même à de l'intimidation. Et ça se manifeste le plus souvent par des accusations d'antisémitisme. En France, on a eu le projet de loi Yadan il n'y a pas si longtemps. Il prévoyait d'assimiler l'antisionisme, la remise en cause de l'État d'Israël, à de l'antisémitisme. Là encore, Elnet y est pour beaucoup dans la diffusion de ces éléments de langage. Il fabrique des polémiques pour rendre infréquentable toute personne qui critiquerait Israël. Mais Elnet n'est pas le seul organisme à agir pour le compte d'Israël en France. Lors des dernières élections municipales, la société israélienne Blackcore a participé à une campagne d'ingérence électorale. Leur cible, les candidats insoumis à Marseille, à Toulouse et à Roubaix. L'entreprise a diffusé de faux visuels et utilisé des bots pour relayer des fausses informations à l'encontre des candidats. Les objectifs de ces organismes sont assez clairs. Diffuser dans le débat public les éléments de langage du gouvernement Netanyahou. Et depuis le 7 octobre, cette propagande s'est encore plus intensifiée et radicalisée. En vérité, Elnet joue un double jeu. D'un côté, ses conférences, ses voyages, etc. servent à mener une bataille idéologique.
et de l'autre côté, il y a des intérêts économiques. Oui, parce que la guerre, ça rapporte beaucoup d'argent, et c'est aussi pour ça que les gouvernements occidentaux défendent autant Israël. C'est parce qu'ils ont des profits à tirer de la colonisation de la Palestine. Grâce à ça, les entreprises peuvent se faire des milliards sur l'armement, l'énergie, l'immobilier et plein d'autres secteurs. Mais les gens croient de moins en moins à ces mensonges et s'informent différemment. Ils se tournent notamment vers les médias alternatifs. Tu te rappelles de la carte que tu as choisie? Oula, c'était un 5 rouge, un 5 de cœur, un 5 carreau. Eh ben, j'ai exactement retrouvé le Waouh. 5 de carreau. Non, en fait c'était facile parce que c'était la seule carte imprimée du jeu depuis le début. Du coup bah... Faut pas révéler les tours, après ça gâche tout là. Ouais, relou. Si vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas, il y a le Tipeee en description. Hein. C'est une petite cotisation qui permet de faire un autre grand tour de magie, c'est de construire des médias alternatifs qui font le taf quoi. Ouais, Donc parce ça, que c'est pas mal. Elnet nous donne pas d'argent. Elnet nous donne pas d'argent, c'est vrai. Ni Netanyahou non plus. C'est vrai. Et dis-nous par commentaire ce que tu penses de la place réelle de ces lobbies en France, de leur influence sur la politique internationale. Et nous, on se dit à la prochaine pour de futures vidéos sur Actu Réfractaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Et merci à Tim, voilà, Merci. très beau tour de magie, qui s'est occupé de l'écriture et donc du tournage de cette vidéo. Des bisous. Ok, une chose est sûre, ça va être la pire des élections présidentielles. Il va y avoir des sondages bidons, des menteurs en costard-cravate et surtout des polémiques en boucle d'une classe médiatique qui a déjà choisi ses candidats et qui vont nous bourrer le crâne de propagande. Mais on peut voir aussi le bon côté des choses. Ces présidentielles vont être l'occasion de mettre en circulation un nouveau mot qui, vous allez le voir, est bien pratique, c'est celui de médiaharcèlement. Aujourd'hui, on va voir comment les médias, par la répétition, influencent la société et comment est-ce qu'on peut l'éviter et avoir un rôle là-dedans. Grâce à notre financement annuel, on se propose de sauver la présidentielle, de court-circuiter le monde médiatique avec ce genre de vidéos. On va pouvoir tenir une année et quelle année jusqu'au présidentiel si vous vous mobilisez pour nous soutenir. Aujourd'hui, on va parler de médiaharcèlement en un seul mot pour décrire les acharnements médiatiques qui consistent à descendre des personnes ou des groupes. Et il est très clair que la France insoumise est la cible principale des médias. Les arguments sont toujours les mêmes pour justifier le traitement médiatique de LFI et ça tourne en boucle. Ça commence souvent par LFI est un parti non démocratique en interne comme dans sa volonté de prendre le pouvoir avec Jean-Luc Mélenchon comme despote. Ce serait un parti qui flirte avec l'antisémitisme et donc le communautarisme et donc l'islamisme pour eux. Je doute que Jean-Luc Mélenchon soit antisémite. Je l'ai dit chez Laurence Ferrari, je pense que Mélenchon est pire qu'antisémite. Il manœuvre l'antisémitisme. Il s'en sert. Pourquoi, quand je parle d'antisémitisme, vous faites un lien avec la quête du vote musulman? Quel est le rapport? Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont antisémites pour aller chercher le vote musulman? Ah oui? S'en rapprocher, c'est honteux, scandaleux, voire même inadmissible. Ce serait un parti d'extrémistes, de radicaux, d'extrême gauche, qui fait exprès de générer des polémiques, qui est violent et qui soutient la brutalisation du débat public. Il n'y a qu'à voir par exemple les unes de pas mal d'hebdomadaires qui ont été réunis par Acrimed et qui montrent bien la focalisation contre les insoumis. Et rien que sur les derniers mois, c'est déjà un festival. En mai 2025, c'est le livre La Meute, enquête sur la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui sort. Écrit par deux journalistes du Monde qui jouent à fond la partition du parti qui est censé être despotique. Tout est en fonction de Jean-Luc, il arrive que les gens deviennent fous. Normalement, tu n'autorises personne à te traiter comme Jean-Luc te traite. Même ta mère ou ton père ne peuvent pas te faire ça, te faire ramper comme ça. Ils sont invités partout sur les plateaux télé. En août, la France insoumise organise son université d'été et refuse d'accréditer les auteurs du bouquin. Résultat, vous les connaissez, ils sont pas démocratiques et surtout, on vous l'avait bien dit. Et ça, c'est répété partout, sur toutes les chaînes, publiques, privées, c'est le même discours. Pour rappel, les Insoumis ont refusé d'accréditer à leur journée d'été le journaliste du Monde Olivier Perroux, auteur du livre enquête La Meute, dans lequel il dénonce justement les méthodes du parti. Et ce refus de la France insoumise est considéré par beaucoup de journalistes comme une atteinte à la liberté de la presse, dénoncé dans un communiqué par plusieurs sociétés de journalistes. En octobre, tu as eu l'apparition d'un livre, Les Nouveaux Antisémites de Nora Busigny. Une journaliste, là encore, qui fait une enquête en immersion, entre guillemets.
Arrive le 7 octobre et je me rends compte que la plupart des collectifs féministes et LGBT que j'avais côtoyés sabraient le champagne et se réjouissent en voyant ces attaques terroristes, en voyant des femmes torturées, violées, parce qu'ils disent, je cite, « Enfin, le colonisé s'est rebellé contre le colon ». Et donc je me suis dit, il va falloir que j'y retourne sur ce terrain. En décembre, tu as une commission d'enquête sur les liens entre les partis politiques et l'islamisme, créée d'abord par Laurent Wauquiez pour incriminer la France insoumise. Au départ, Mélenchon, il veut pas y aller, et puis il y va quand même et retourne le dispositif contre ses initiateurs. Alors il peut se trouver qu'à certains moments on se trouve à côté de gens qu'on n'a pas envie de fréquenter. Je pense que c'était le cas. De même, me suis trouvé moi des fois dans des manifestations avec des uluberlus. Je ne parle pas seulement de questions religieuses, je dis des uluberlus au sens le plus radical du terme, portant des pancartes étranges. Franchement, vous n'avez jamais été dans cette situation, vous ? Ben vous êtes bien embêtés. Voilà. Mais si, il y en a qui manifestent. Attends, regarde le mariage pour tous, ils y étaient tous. Et là, vous étiez tous avec des islamistes, ça vous a pas dérangé. Bon, ben on comprend. Ils défendent des vues sur la famille qui sont plus proches des vôtres que des miennes. En janvier, c'est l'attaque des États-Unis au Venezuela. Et Hugo Chavez, le prédécesseur de Maduro, était un camarade de Mélenchon. Un style qui exaspère, une politique que la bourgeoisie exècre. La dénonciation de l'attaque par les insoumis et le fait de réclamer la libération du président devient pour les médias un soutien abject au dictateur communiste qui tire sur sa population. Il faut défendre Nicolas Maduro et la façon dont il a été Je n'ai éjecté pas du dit qu'il pouvoir. fallait défendre Nicolas Maduro, j'ai dit qu'il fallait s'opposer à l'agression inacceptable et en violation du droit international qu'a opéré Donald Trump en kidnappant le président vénézuélien. Moi, je pense que ce Epstein restera collé à sa peau comme le Durafour crématoire colle à la peau de Jean-Marie Le Pen. L'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon. Et du coup, voilà, polémique. Et ce qui choque les télés et les radios sur l'affaire Epstein, c'est pas l'horreur de cette affaire qui fait trembler les pouvoirs du monde entier. Et ce n'est pas non plus l'impunité et l'inaction de la police et de la justice française qui n'a pas lancé d'enquête alors qu'ils avaient tout entre les mains après la perquisition du domicile d'Epstein en 2019. Non, ce qui choque les journalistes, c'est que Mélenchon prononce bien le nom d'Epstein. Tout ça sans qu'on puisse retirer de citations antisémites précises de l'histoire de LFI ou de Mélenchon ou du programme. Après ce qui est considéré par la classe politique comme un nouveau dérapage antisémite de Jean-Luc Mélenchon, on s'intéresse à la stratégie du leader insoumis accusé par certains de ses adversaires de se trumpiser. Alors, ça peut paraître étonnant, il y a effectivement des similitudes entre les deux hommes et on va en parler ensemble. Ouais, ils essayent de faire de la fumée pour dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que même s'il n'y a pas de preuves, c'est quand même bizarre que tout le monde en parle, mais en fait, c'est que eux qui en parlent, donc ils créent des trucs par eux-mêmes, c'est incroyable. Au point qu'aucune plainte n'a été déposée, alors que l'antisémitisme, comme le racisme en France, est un délit. Le procès est donc médiatique, les intervieweurs sont là pour des interrogatoires et les commentateurs pour donner le verdict. Et c'est quoi le verdict? C'est que c'en est trop. Bien aidés aussi par des politiques peu scrupuleuses qui vont essayer de gagner des voix sur le dos de cette politique, comme toutes les noisettes de Tondelier, Glucksmann ou encore Dominique de Villepin. Jouer sur les noms à consonance juive, vous pensez sincèrement que c'est une tradition de gauche dans notre pays? Vous pensez que c'est ça la gauche? Et ben non, la gauche c'est l'antithèse de ça. Tout ce dont nous sommes les héritiers, c'est l'antithèse de ça. Mes chers collègues, en hommage au jeune Quentin, je vous demande d'observer une minute de silence. Quentin Deranc, Patricien D ou Gavariou sur Twitter, sur lequel Mediapart a trouvé des tweets littéralement néo-nazis, on n'exagère pas, en disant genre moi je soutiens Adolphe mais chacun son truc. Et après cette minute de silence, et même avant cette minute de silence d'ailleurs, il y a eu beaucoup de bruit pour dire essentiellement que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise ont du sang d'innocents sur les mains. Oui, j'ai dit cet après-midi que l'extrême gauche avait du sang sur les mains. Après ces deux polémiques successives, les politiciens suivent ce mouvement médiatique et bannissent LFI d'un accord électoral. Enfin en vrai c'était déjà acté il y a bien longtemps, mais là ils ont trouvé le prétexte. Vraiment, si vous cherchez une définition de diabolisation, ce que vous avez là, ça fonctionne très bien. Sauf qu'arrive le lendemain des élections municipales, et alors que le monde médiatique est sondagé et parié sur une débandade des insoumis, et ben en fait ils sont bien obligés de se rendre compte que le parti se renforce. Et les autres partis de gauche, après avoir participé au média-harcèlement, se retrouvent à fusionner avec les listes d'un parti qu'ils décrivaient comme antisémite quelques jours auparavant. Voilà.
On saluera la cohérence. Vu que tout semble l'occasion de taper sur LFI, on pourrait commencer par dire que cette stratégie ne fonctionne pas vraiment. Mélenchon est toujours sous-estimé dans les sondages. À chaque fois, ils disent avant les élections que c'est perdu pour lui, qu'il en a fait trop, que ça se retourne, machin. Sauf qu'il est toujours là, de plus en plus fort. Et vous verrez que l'an prochain, ce sera pareil. Alors pourquoi de tels agissements de la part de la classe médiatique? On peut déjà y voir un réflexe corporatiste, puisque la France Insoumise est un parti qui a un programme sur les médias, qui réfléchit à empêcher la concentration de ces médias entre les mêmes groupes gigantesques. Ça parle également de commission de déontologie du journalisme, une structure qui servirait de contre-pouvoir et mettrait fin à leur impunité et à leur irresponsabilité. Un programme qui s'étend aussi à l'industrie et l'agriculture, donc contre les intérêts des patrons des médias et de la bourgeoisie en général. En réalité, le média-harcèlement, il tente de tracer une frontière entre ce qui est acceptable ou non dans la société. Avec LFI, c'est devenu évident grâce à une autre expression qu'ils aiment bien, c'est l'arc républicain. LFI, vous le savez, est exclu de cet arc républicain tous les 2 mois depuis 2023 pour avoir dénoncé le génocide commis par l'État israélien à Gaza. Et tu sais, quand on dit arc républicain, ça fait officiel quoi, ça fait sérieux. Parce qu'une norme, elle a besoin de ça pour être légitime. Pourtant, si on regarde les données de l'INA depuis 10 ans sur les chaînes d'infos en continu, on se rend compte que c'est une expression qui n'existe quasiment pas avant 2022. Elle va être mobilisée d'abord par le pouvoir politique, puis reprise par le pouvoir médiatique pour sa propagande via un média. En gros, les acceptables sont dans l'arc républicain et les méchants de LFI, eux, ils en sont en dehors. Ce type de répétition est particulièrement permise par les radios et par les chaînes d'infos en continu qui répètent en boucle toujours les mêmes choses. En avril 2024, Mediapart avait d'ailleurs enquêté sur les méthodes de Pascal Praud qui donnait à ses spectateurs plusieurs fois le même nom en mode mise au pilori. On va essayer de joindre, pourquoi pas également le dénommé Jean-Jacques Bazier, qui est le directeur régional de France 3 Centre Val-de-Loire, qui a pris cette décision absolument invraisemblable. C'est-à-dire qu'on vire un sujet parce qu'il y a la voix de Charlotte Dornelas. Monsieur Jean-Jacques Bazier, les petits commissaires du peuple. Ben oui, Jean-Jacques Bazier. Je vais donner son nom plusieurs fois, tiens. Jean-Jacques Bazier, directeur régional de France 3 Centre Val-de-Loire. Ça serait bien qu'il vous appelle le directeur régional de France 3, monsieur Bazier. C'est les mêmes qui auraient tondu à la Libération. Où ça en est l'affaire avec votre ami, comment s'appelle-t-il, monsieur Bazier, c'est ça? Je crois que c'est cela. De France 3, où vous en êtes? Bazier, il s'appelle. Oui. Ça montre bien que le média-harcèlement n'est pas forcément à opposer au cyber-harcèlement. Les deux se renforcent l'un et l'autre. D'un côté, le média-harcèlement médiatique va servir à des gens et à des bots sur les réseaux sociaux pour illustrer et justifier leur harcèlement en ligne. Ils créent eux-mêmes la polémique, puis s'appuient sur la polémique pour dire qu'il y a forcément quelque chose parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et d'ailleurs, tu as des officines qui sont payées pour la propagande depuis des années et on appelle ça des conseils en e-réputation. Comme Avisa Partenaire, par exemple, qui a été dirigé par une macroniste, ou encore NetWatch, l'agence de com de Macron pour la présidentielle en 2022. Ou bien Progressif, média directement lié à Canal+, et qui est à l'origine d'une fausse pétition citoyenne contre le député LFI Louis Boyard fin 2022. Tous ces manipulateurs professionnels ont sans doute déjà pris le train de l'IA qui va permettre de produire des centaines de milliers d'articles, de commentaires et de vidéos pour créer un monde médiatique détaché de la réalité mais qui permet surtout de ne pas politiser les masses. Et ça, c'est le futur de la propagande et donc du média-harcèlement qui va rouler sur la présidentielle. Sauf si on décide de réagir. On peut mettre en place des réseaux, de la confiance, des rendez-vous en vrai, des projections, des ateliers, bref, court-circuiter les médias pour sauver cette présidentielle et en faire notre présidentielle. Et donc si ce plan te plaît d'avoir des médias alternatifs qui organisent sur le terrain des actions qui peuvent ensuite vous inspirer, n'hésite pas à nous financer, c'est grâce à ça qu'on va tenir 1 an de plus pour pouvoir appliquer ce programme-là jusqu'au présidentiel. On va peut-être vivre l'un des moments les plus importants de l'histoire de France. En haut, ils sont armés et en bas, nous, il faut qu'on construise une véritable résistance. Vous retrouverez le lien du financement annuel du Canard en description. On a besoin de vous, de vos partages et de vos participations. Et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. C'était Émeric à l'écriture et je me suis occupé du tournage et du montage. C'était Nina à la miniature et Betsy au titre. Sur ce, 10 bisous et à la prochaine.